Section 6 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. Or, par une de ces belles matinées de printemps, où les feuilles ne sont pas vertes encore, quoique dépliées, où le soleil commence à faire flamber les toits, et où le ciel est bleu, où la population parisienne sort de ses alvéoles, vient bourdonner sur les boulevards, coule comme un serpent aux mille couleurs, par la rue de la Paix vers les Tuileries, en saluant les pompes de l'hyménée que recommence la campagne, dans une de ces joyeuses journées donc, un jeune homme, beau comme était le jour de ce jour-là, mis avec goût, aisé dans ses manières, disons le secret, un enfant de l'amour, le fils naturel de lord Dudley et de la célèbre marquise de Vordac, se promenait dans la grande allée des Tuileries. Cet Adonis, nommé Henri de Marsay, naquit en France, où lord Dudley vint marier la jeune personne, déjà mère de Henri, à un vieux gentilhomme appelé monsieur de Marsay. Ce papillon déteint et presque éteint reconnut l'enfant pour sien, moyennant l'usufruit d'une rente de 100 000 francs définitivement attribuée à son fils putatif. Folie qui ne coûta pas fort cher à lord Dudley. Les rentes françaises valaient alors 17 francs 50 centimes. Le vieux gentilhomme mourut sans avoir connu sa femme. Madame de Marsay épousa depuis le marquis de Vordac, mais avant de devenir marquise, elle s'inquiéta peu de son enfant et de lord Dudley. D'abord, la guerre déclarée entre la France et l'Angleterre avait séparé les deux amants, et la fidélité, quand même, n'était pas et ne sera guère de mode à Paris. Puis les succès de la femme élégante, jolie, universellement adorée, étourdirent dans la Parisienne le sentiment maternel. Lord Dudley ne fut pas plus soigneux de sa progéniture que ne l'était la mère. La prompte infidélité d'une jeune fille ardemment aimée lui donna peut-être une sorte d'aversion pour tout ce qui venait d'elle. D'ailleurs, peut-être aussi les pères n'aiment-ils que les enfants avec lesquels ils ont fait une ample connaissance, croyance sociale de la plus haute importance pour le repos des familles et que doivent entretenir tous les célibataires, en prouvant que la paternité est un sentiment élevé en serre chaude par la femme, par les mœurs et les lois. Le pauvre Henri de Marsay ne rencontra de père que dans celui des deux qui n'était pas obligé de l'être. La paternité de monsieur de Marsay fut naturellement très incomplète. Les enfants n'ont dans l'ordre naturel de père que pendant peu de moments, et le gentilhomme imita la nature. Le bonhomme n'eût pas vendu son nom s'il n'avait point eu de vice. Alors il mangea sans remords dans les tripots et but ailleurs le peu de semestres que payait au rentier le trésor national. Puis il livra l'enfant à une vieille sœur, une demoiselle de Marsay, qui en eut grand soin, et lui donna, sur la maigre pension allouée par son frère, un précepteur, un abbé sans sou ni maille, qui toisa l'avenir du jeune homme, et résolut de se payer, sur les 100 000 livres de rente, des soins donnés à son pupille qu'il prit en affection. Ce précepteur se trouvait par hasard être un vrai prêtre, un de ces ecclésiastiques taillés pour devenir cardinaux en France ou Borgia sous la tiare. Il apprit en 3 ans à l'enfant ce qu'on lui eût appris en 10 ans au collège. Puis ce grand homme, nommé l'abbé de Maroni, acheva l'éducation de son élève en lui faisant étudier la civilisation sous toutes ses faces. Il le nourrit de son expérience, le traîna fort peu dans les églises, alors fermées, le promena quelquefois dans les coulisses, plus souvent chez les courtisanes. Il lui démonta les sentiments humains pièce à pièce, lui enseigna la politique au cœur des salons où elle se rôtissait alors. Il lui numérota les machines du gouvernement et tenta, par amitié pour une belle nature délaissée, mais riche en espérance, de remplacer virilement la mère. L'Église n'est-elle pas la mère des orphelins? L'élève répondit à tant de soins. Ce digne homme mourut évêque en 1812, avec la satisfaction d'avoir laissé sous le ciel un enfant dont le cœur et l'esprit étaient à 16 ans si bien façonnés qu'il pouvait jouer sous jambe un homme de 40.
Qui se serait attendu à rencontrer un cœur de bronze, une cervelle alcoolisée sous les dehors les plus séduisants que les vieux peintres, ces artistes naïfs, aient donnés aux serpents dans le paradis terrestre? Ce n'est rien encore. De plus, le bon diable Violet avait fait faire à son enfant de prédilection certaines connaissances dans la haute société de Paris qui pouvaient équivaloir comme produit entre les mains du jeune homme à 100 autres 1000 livres de rente. Enfin, ce prêtre vicieux mais politique, incrédule mais savant, perfide mais aimable, faible en apparence mais aussi vigoureux de tête que de corps, fut si réellement utile à son élève, si complaisant à ses vices, si bon calculateur de toute espèce de force, si profond quand il fallait faire quelque décompte humain, si jeune à table, à Frascati, à je ne sais où, que le reconnaissant Henri de Marsay ne s'attendrissait plus guère en 1814 qu'en voyant le portrait de son cher évêque, seule chose mobilière qu'ait pu lui léguer ce prélat, admirable type des hommes, dont le génie sauvera l'Église catholique, apostolique et romaine, compromise en ce moment par la faiblesse de ses recrues et par la vieillesse de ses pontifes. Mais si veut l'Église. La guerre continentale empêcha le jeune de Marsay de connaître son vrai père, dont il est douteux qu'il sût le nom. Enfant abandonné, il ne connut pas davantage madame de Marsay. Naturellement, il regretta fort peu son père putatif. Quant à mademoiselle de Marsay, sa seule mère, il lui fit élever dans le cimetière du Père-Lachaise, lorsqu'elle mourut, un fort joli petit tombeau. Monseigneur de Maroni avait garanti à ce vieux bonnet à coque l'une des meilleures places dans le ciel, en sorte que, la voyant heureuse de mourir, Henri lui donna des larmes égoïstes, il se mit à la pleurer pour lui-même. Voyant cette douleur, l'abbé sécha les larmes de son élève en lui faisant observer que la bonne fille prenait bien dégoûtamment son tabac et devenait si laide, si sourde, si ennuyeuse qu'il devait des remerciements à la mort. L'évêque avait fait émanciper son élève en 1811. Puis, quand la mère de monsieur de Marsay se remaria, le prêtre choisit, dans un conseil de famille, un de ces honnêtes acéphales triés par lui sur le volet du confessionnal et le chargea d'administrer la fortune dont il appliquait bien les revenus aux besoins de la communauté, mais dont il voulait conserver le capital. Fin de la section 6. Section 7 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. Vers la fin de 1814, Henri de Marsay n'avait donc sur terre aucun sentiment obligatoire et se trouvait libre autant que l'oiseau sans compagne. Quoiqu'il eût 22 ans accomplis, il paraissait en avoir à peine 17. Généralement, les plus difficiles de ses rivaux le regardaient comme le plus joli garçon de Paris. De son père, Lord Dudley, il avait pris les yeux bleus les plus amoureusement décevants. De sa mère, les cheveux noirs les plus touffus. De tous deux, un sang pur, une peau de jeune fille, un air doux et modeste, une taille fine et aristocratique, de fort belles mains. Pour une femme, le voir, c'était en être folle. Vous savez, concevoir un de ces désirs qui mordent le cœur, mais qui s'oublient par impossibilité de les satisfaire, parce que la femme est vulgairement à Paris sans ténacité. Peu d'entre elles se disent, à la manière des hommes, le je maintiendrai de la maison d'Orange. Sous cette fraîcheur de vie, et malgré l'eau limpide de ses yeux, Henri avait un courage de lion, une adresse de singe. Il coupait une balle à 10 pas dans la lame d'un couteau, montait à cheval de manière à réaliser la fable du centaure, conduisait avec grâce une voiture à grande guide, était leste comme chérubin et tranquille comme un mouton.
Mais il savait battre un homme du faubourg au terrible jeu de la savate ou du bâton, puis il touchait du piano de manière à pouvoir se faire artiste s'il tombait dans le malheur, et possédait une voix qui lui aurait valu de Barbaja 50 000 francs par saison. Hélas, toutes ces belles qualités, ces jolis défauts étaient ternis par un épouvantable vice. Il ne croyait ni aux hommes, ni aux femmes, ni à Dieu, ni au diable. La capricieuse nature avait commencé à le douer, un prêtre l'avait achevé. Pour rendre cette aventure compréhensible, il est nécessaire d'ajouter ici que lord Dudley trouva naturellement beaucoup de femmes disposées à tirer quelques exemplaires d'un si délicieux portrait. Son second chef-d'œuvre en ce genre fut une jeune fille nommée Euphémie, née d'une dame espagnole, élevée à la Havane, ramenée à Madrid avec une jeune créole des Antilles et tous les goûts ruineux des colonies. Mais heureusement mariée à un vieux et puissamment riche seigneur espagnol, Don Hijos, marquis de San Réal, qui, depuis l'occupation de l'Espagne par les troupes françaises, était venu habiter Paris et demeurait rue Saint-Lazare. Autant par inconscience que par respect pour l'innocence du jeune âge, lord Dudley ne donna point avis à ses enfants des parentés qu'il leur créait partout. Ceci est un léger inconvénient de la civilisation. Elle a tant d'avantages, il lui faut passer ses malheurs en faveur de ses bienfaits. Lord Dudley, pour n'en plus parler, vint en 1816 se réfugier à Paris afin d'éviter les poursuites de la justice anglaise, qui de l'Orient ne protège que la marchandise. Le lord voyageur demanda quel était ce beau jeune homme en voyant Henri, puis en l'entendant nommer. «Ah, c'est mon fils, quel malheur!» dit-il. Telle était l'histoire du jeune homme qui, vers le milieu du mois d'avril en 1815, parcourait nonchalamment la grande allée des Tuileries à la manière de tous les animaux qui, connaissant leur force, marchent dans leur paix et leur majesté. Les bourgeoises se retournaient tout naïvement pour le revoir. Les autres femmes ne se retournaient point, elles l'attendaient au retour et gravaient dans leur mémoire, pour s'en souvenir à propos, cette suave figure qui n'eût pas déparé le corps de la plus belle d'entre elles. Que fais-tu donc ici le dimanche? Dit à Henri le marquis de Ronquerolles en passant. Il y a du poisson dans la nasse, répondit le jeune homme. Cet échange de pensées se fit au moyen de deux regards significatifs et sans que ni de Ronquerolles ni de Marsay eussent l'air de se connaître. Le jeune homme examinait les promeneurs avec cette promptitude de coup d'œil et d'ouïe particulière aux Parisiens, qui paraît au premier aspect ne rien voir et ne rien entendre, mais qui voit et entend tout. En ce moment, un jeune homme vint à lui prit familièrement le bras en lui disant: «Comment cela va-t-il, mon bon de Marsay?» «Mais très bien», lui répondit de Marsay de cet air affectueux en apparence, mais qui, entre les jeunes gens parisiens, ne prouve rien ni pour le présent ni pour l'avenir. En effet, les jeunes gens de Paris ne ressemblent aux jeunes gens d'aucune autre ville. Ils se divisent en deux classes. Le jeune homme qui a quelque chose et le jeune homme qui n'a rien, ou le jeune homme qui pense et celui qui dépense. Mais, entendez-le bien, il ne s'agit ici que de ces indigènes qui mènent à Paris le train délicieux d'une vie élégante. Il y existe bien quelques autres jeunes gens, mais ceux-là sont des enfants qui conçoivent très tard l'existence parisienne et en restent les dupes. Ils ne spéculent pas, ils étudient, ils piochent, disent les autres. Enfin, il s'y voit encore certains jeunes gens riches ou pauvres qui embrassent des carrières et les suivent tout uniment. Ils sont un peu les Mille de Rousseau, de la chair à citoyen, et n'apparaissent jamais dans le monde. Les diplomates les nomment impoliment des niais. Niais ou non, ils augmentent le nombre de ces gens médiocres sous le poids desquels plie la France. Ils sont toujours là, toujours prêts à gâcher les affaires publiques ou particulières avec la plate truelle de la médiocrité, en se targuant de leur impuissance qu'ils nomment mœurs et probité. Ces espèces de prix d'excellence sociaux infestent l'administration, l'armée, la magistrature, les chambres, la cour. Ils amoindrissent, aplatissent le pays et constituent en quelque sorte dans le corps politique
une lymphe qui le surcharge et le rend mollasse. Ces honnêtes personnes nomment les gens de talent immoraux ou fripons. Si ces fripons font payer leurs services, du moins ils servent, tandis que ceux-là nuisent et sont respectés par la foule. Mais heureusement pour la France, la jeunesse élégante les stigmatise sans cesse du nom de ganache. Fin de la section 7. Section 8 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Grégolin. Donc, au premier coup d'œil, il est naturel de croire très distinctes les deux espèces de jeunes gens qui mènent une vie élégante, aimable corporation à laquelle appartenait Henri de Marsay. Mais les observateurs, qui ne s'arrêtent pas à la superficie des choses, sont bientôt convaincus que les différences sont purement morales et que rien n'est trompeur comme l'est cette jolie écorce. Néanmoins, tous prennent également le pas sur tout le monde, parlent à tort et à travers des choses, des hommes, de littérature, de beaux-arts, ont toujours à la bouche le pile et cobourg de chaque année, interrompent une conversation par un calembour, tournent en ridicule la science et le savant, méprisent tout ce qu'ils ne connaissent pas ou tout ce qu'ils craignent, puis se mettent au-dessus de tout, en s'instituant juge suprême de tout. Tous mystifieraient leur père et seraient prêts à verser dans le sein de leur mère des larmes de crocodile. Mais généralement, ils ne croient à rien, médisent des femmes ou jouent la modestie, et obéissent en réalité à une mauvaise courtisane ou à quelque vieille femme. Tous sont également carriés jusqu'aux os par le calcul, par la dépravation, par une brutale envie de parvenir, et s'ils sont menacés de la pierre en les sondant, on la leur trouverait à tous au cœur. À l'état normal, ils ont les plus jolis dehors, mettent l'amitié à tout propos en jeu, sont également entraînants. Le même persiflage domine leur changeant jargon. Ils visent à la bizarrerie dans leur toilette, se font une gloire de répéter les bêtises de tel ou tel acteur en vogue et débutent avec qui que ce soit par le mépris ou l'impertinence pour avoir, en quelque sorte, la première manche à ce jeu. Mais malheur à qui ne sait pas se laisser crever un œil pour leur en crever deux. Ils paraissent également indifférents aux malheurs de la patrie et à ses fléaux. Ils ressemblent enfin bien tous à la jolie écume blanche qui couronne le flot des tempêtes. Ils s'habillent, dînent, dansent, s'amusent le jour de la bataille de Waterloo, pendant le choléra ou pendant une révolution. Enfin, ils font bien tous la même dépense. Mais ici commence le parallèle. De cette fortune flottante et agréablement gaspillée, les uns ont le capital et les autres l'attendent. Ils ont les mêmes tailleurs, mais les factures de ceux-là sont à solder. Puis, si les uns semblables à des cribles reçoivent toute espèce d'idées, sans en garder aucune, ceux-là les comparent et s'assimilent toutes les bonnes. Si ceux-ci croient savoir quelque chose, ne savent rien et comprennent tout, prêtent tout à ceux qui n'ont besoin de rien et n'offrent rien à ceux qui ont besoin de quelque chose, ceux-là étudient secrètement les pensées d'autrui et placent leur argent aussi bien que leur folie à gros intérêts. Les uns n'ont plus d'impression fidèle, parce que leur âme, comme une glace dépolie par l'usée, ne réfléchit plus aucune image. Les autres économisent leur sens et leur vie tout en paraissant la jeter, comme cela par les fenêtres. Les premiers, sur la foi d'une espérance, se dévouent sans conviction à un système qui a le vent et remonte le courant, mais ils sautent sur une autre embarcation politique quand la première va en dérive. Les seconds toisent l'avenir, le sondent et voient dans la fidélité politique ce que les Anglais voient dans la probité commerciale, un élément de succès. Mais là où le jeune homme qui a quelque chose fait un calembour ou dit un bon mot sur le revirement du trône, celui qui n'a rien fait un calcul public ou une bassesse secrète et parvient tout en donnant des poignées de main à ses amis.
Les uns ne croient jamais de facultés à autrui, prennent toutes leurs idées pour neuves, comme si le monde était fait de la veille. Ils ont une confiance illimitée en eux et n'ont pas d'ennemis plus cruels que leur personne. Mais les autres sont armés d'une défiance continuelle des hommes qu'ils estiment à leur valeur et sont assez profonds pour avoir une pensée de plus que leurs amis qu'ils exploitent. Alors, le soir, quand leur tête est sur l'oreiller, ils pèsent les hommes comme un avare pèse ses pièces d'or. Les uns se fâchent d'une impertinence sans portée et se laissent plaisanter par les diplomates qui les font poser devant eux en tirant le fil principal de ces pantins, l'amour-propre. Tandis que les autres se font respecter et choisissent leurs victimes et leurs protecteurs. Alors, un jour, ceux qui n'avaient rien ont quelque chose, et ceux qui avaient quelque chose n'ont rien. Ceux-ci regardent leurs camarades parvenus à une position comme des sournois, des mauvais cœurs, mais aussi comme des hommes forts. Il est très fort, est l'immense éloge décerné à ceux qui sont arrivés, quibuscunque vis, à la politique, à une femme ou à une fortune. Parmi eux se rencontrent certains jeunes gens qui jouent ce rôle en le commençant avec des dettes, et naturellement, ils sont plus dangereux que ceux qui le jouent sans avoir un sou. Le jeune homme, qui s'intitulait ami de Henri de Marsay, était un étourdi, arrivé de province et auquel les jeunes gens, alors à la mode, apprenaient l'art d'écorner proprement une succession. Mais il avait un dernier gâteau à manger dans sa province, un établissement certain. C'était tout simplement un héritier passé, sans transition, de ces maigres 100 francs par mois à toute la fortune paternelle, et qui, s'il n'avait pas assez d'esprit pour s'apercevoir que l'on se moquait de lui, savait assez de calcul pour s'arrêter aux 2 tiers de son capital. Il venait découvrir à Paris, moyennant quelques billets de 1000 francs, la valeur exacte des harnais, l'art de ne pas trop respecter ses gants, y entendre de savantes méditations sur les gages à donner aux gens, et chercher quel forfait était le plus avantageux à conclure avec eux. Il tenait beaucoup à pouvoir parler en bons termes de ses chevaux, de son chien des Pyrénées, à reconnaître d'après la mise, le marché, le brodequin, à quelle espèce appartenait une femme, étudier l'écarté, retenir quelques mots à la mode et conquérir, par son séjour dans le monde parisien, l'autorité nécessaire pour importer plus tard en province le goût du thé, l'argenterie à forme anglaise et se donner le droit de tout mépriser autour de lui pendant le reste de ses jours. De Marsay l'avait prise en amitié pour s'en servir dans le monde, comme un hardi spéculateur se sert d'un commis de confiance. L'amitié fausse ou vraie de Marsay était une position sociale pour Paul de Manerville, qui de son côté se croyait fort en exploitant à sa manière son ami intime. Il vivait dans le reflet de son ami, se mettait constamment sous son parapluie, en chaussait les bottes, se dorait de ses rayons. En se posant près de Henri, ou même en marchant à ses côtés, il avait l'air de dire: Ne nous insultez pas, nous sommes de vrais tigres. Souvent, il se permettait de dire avec fatuité: Si je demandais telle ou telle chose à Henri, il est assez mon ami pour le faire. Mais il avait soin de ne lui jamais rien demander. Il le craignait, et sa crainte, quoique imperceptible, réagissait sur les autres et servait de Marsay. C'est un fier homme que de Marsay, disait Paul. Ah, vous verrez, il sera ce qu'il voudra être. Je ne m'étonnerais pas de le trouver un jour ministre des Affaires étrangères. Rien ne lui résiste. Puis il faisait de Marsay ce que le caporal Trim faisait de son bonnet, un enjeu perpétuel. Demandez à de Marsay, et vous verrez. Ou bien, l'autre jour, nous chassions, de Marsay et moi, il ne voulait pas me croire, j'ai sauté un buisson sans bouger de mon cheval. Ou bien, nous étions, de Marsay et moi, chez des femmes, et ma parole d'honneur, j'étais, etc., etc., etc. Ainsi, Paul de Manerville ne pouvait se classer que dans la grande, l'illustre et puissante famille des Niais qui arrive. Il devait être un jour député. Pour le moment, il n'était même pas un jeune homme. Son ami de Marsay le définissait ainsi. Vous me demandez ce que c'est que Paul. Mais Paul, c'est Paul de Manerville. Je m'étonne, mon bon,
dit-il à de Marsay, que vous soyez là le dimanche. J'allais te faire la même question. Une intrigue? Une intrigue. Bah. Je puis bien le dire, cela, à toi sans compromettre ma passion. Puis une femme qui vient le dimanche aux Tuileries n'a pas de valeur, aristocratiquement parlant. Tais-toi donc, ou je ne te dis plus rien. Tu ris trop, tu vas faire croire que nous avons trop déjeuné. Hmm. Jeudi dernier, ici, sur la terrasse des Feuillants, je me promenais sans penser à rien du tout. Mais en arrivant à la grille de la rue de Castiglione, par laquelle je comptais m'en aller, je me trouve nez à nez avec une femme, ou plutôt avec une jeune personne qui, si elle ne m'a pas sauté au cou, fut arrêtée, je crois, moins par le respect humain que par un de ces étonnements profonds qui coupent bras et jambes, descendent le long de l'épine dorsale et s'arrêtent dans la plante des pieds pour vous attacher au sol. J'ai souvent produit des effets de ce genre, espèce de magnétisme animal qui devient très puissant lorsque les rapports sont respectivement crochus. Mais mon cher, ce n'était ni une stupéfaction, ni une fille vulgaire. Moralement parlant, sa figure semblait dire: Quoi? Le voilà mon idéal, l'être de mes pensées, de mes rêves du soir et du matin. Comment es-tu là? Pourquoi ce matin? Pourquoi pas hier? Prends-moi, je suis à toi, etc., etc., etc. Bon, me dis-je en moi-même, encore une. Je l'examine donc. Ah, mon cher, physiquement parlant, l'inconnue est la personne la plus adorablement femme que j'ai jamais rencontrée. Elle appartient à cette variété féminine que les Romains nommaient fulva flava, la femme de feu. Et d'abord, ce qui m'a le plus frappé, ce dont je suis encore épris, ses deux yeux jaunes comme ceux des tigres, un jaune d'or qui brille, de l'or vivant, de l'or qui pense, de l'or qui aime et veut absolument venir dans votre gousset. Nous ne connaissons que ça, mon cher, s'écria Paul. Elle vient quelquefois ici, c'est la fille aux yeux d'or. Nous lui avons donné ce nom-là. C'est une jeune personne d'environ 22 ans, et que j'ai vue ici quand les Bourbons y étaient, mais avec une femme qui vaut 100 000 fois mieux qu'elle. Tais-toi, Paul. Il est impossible à quelque femme que ce soit de surpasser cette fille, semblable à une chatte qui veut venir frôler vos jambes. Une fille blanche à cheveux cendrés, délicate en apparence, mais qui doit avoir des fils cotonneux sur la troisième phalange de ses doigts, et le long des joues un duvet blanc dont la ligne, lumineuse par un beau jour, commence aux oreilles et se perd sur le cou. Ah l'autre, mon cher de Marsay, elle vous a des yeux noirs qui n'ont jamais pleuré, mais qui brûlent, des sourcils noirs qui se rejoignent et lui donnent un air de dureté démenti par le réseau plissé de ses lèvres sur lesquelles un baiser ne reste pas, des lèvres ardentes et fraîches, un teint mauresque auquel un homme se chauffe comme au soleil. Mais ma parole d'honneur, elle te ressemble. Tu la flattes. Une taille cambrée, la taille élancée d'une corvette construite pour faire la course et qui se rue sur le vaisseau marchand avec une impétuosité française, le mort et le coule bas en deux temps. Enfin, mon cher, que me fait celle que je n'ai point vue, reprit de Marsay. Depuis que j'étudie les femmes, mon inconnue est la seule dont le sein vierge, les formes ardentes et voluptueuses m'aient réalisé la seule femme que j'ai rêvée. Moi, elle est l'original de la délirante peinture appelée la femme caressant sa chimère, la plus chaude, la plus infernale inspiration du génie antique. Une sainte poésie prostituée par ceux qui l'ont copiée pour les fresques et les mosaïques, pour un tas de bourgeois qui ne voient dans ce camée qu'une breloque et la mettant à leur clé de montre, tandis que c'est toute la femme, un abîme de plaisir où l'on roule sans en trouver la fin, tandis que c'est une femme idéale qui se voit quelquefois en réalité dans l'Espagne, dans l'Italie, presque jamais en France. Eh bien, j'ai revu cette fille aux yeux d'or, cette femme caressant sa chimère, je l'ai revue ici, vendredi. Je pressentais que le lendemain,
Elle viendrait à la même heure, je ne me trompais point, je me suis plu à la suivre sans qu'elle me vît, à étudier cette démarche indolente de la femme inoccupée, mais dans les mouvements de laquelle se devine la volupté qui dort. Eh bien, elle s'est retournée, elle m'a vu, m'a de nouveau adoré, a de nouveau tressailli, frissonné. Alors j'ai remarqué la véritable duègne espagnole qui la garde, une hyène à laquelle un jaloux a mis une robe, quelque diablesse bien payée pour garder cette suave créature. Oh, alors la duègne m'a rendu plus qu'amoureux, je suis devenu curieux. Samedi, personne. Me voilà aujourd'hui attendant cette fille dont je suis la chimère et ne demandant pas mieux que de me poser comme le monstre de la fresque. La voilà, dit Paul. Tout le monde se retourne pour la voir. L'inconnu rougit, ses yeux scintillèrent en apercevant Henri. Elle les ferma et passa. Tu dis qu'elle te remarque s'écria plaisamment Paul de Manerville. La duègne regarda fixement et avec attention les deux jeunes gens. Quand l'inconnu et Henri se rencontrèrent de nouveau, la jeune fille le frôla et de sa main serra la main du jeune homme. Puis elle se retourna, sourit avec passion, mais la duègne l'entraînait fort vite vers la grille de la rue de Castiglione. Les deux amis suivirent la jeune fille en admirant la torsion magnifique de ce cou auquel la tête se joignait par une combinaison de lignes vigoureuses et d'où se relevaient avec force quelques rouleaux de petits cheveux. La fille aux yeux d'or avait ce pied bien attaché, mince, recourbé, qui offre tant d'attrait aux imaginations friandes. Aussi était-elle élégamment chaussée et portait-elle une robe courte. Pendant ce trajet, elle se retourna de moment en moment pour revoir Henri, et parut suivre à regret la vieille, dont elle semblait être tout à la fois la maîtresse et l'esclave. Elle pouvait la faire rouer de coups, mais non la faire renvoyer. Tout cela se voyait. Les deux amis arrivèrent à la grille. Deux valets en livrée dépliaient le marchepied d'un coupé de bon goût chargé d'armoiries. La fille aux yeux d'or y monta la première, prit le côté où elle devait être vue quand la voiture se retournerait, mit sa main sur la portière et agita son mouchoir, à l'insu de la duègne, en se moquant du qu'en dira-t-on des curieux, et disant à Henri publiquement à coups de mouchoir: Suivez-moi. As-tu jamais vu mieux jeter le mouchoir? Dit Henri à Paul de Manerville. Puis, apercevant un fiacre près de s'en aller après avoir amené du monde, il fit signe au cocher de rester. Suivez ce coupé, voyez dans quelle rue, dans quelle maison il entrera. Vous aurez 10 francs. Adieu, Paul. Le fiacre suivit le coupé. Le coupé rentra rue Saint-Lazare dans un des plus beaux hôtels de ce quartier. Fin de la section 8. Section 9 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. De Marsay n'était pas un étourdi. Tout autre jeune homme aurait obéi au désir de prendre aussitôt quelques renseignements sur une fille qui réalisait si bien les idées les plus lumineuses exprimées sur les femmes par la poésie orientale, mais trop adroit pour compromettre ainsi l'avenir de sa bonne fortune, il avait dit à son fiacre de continuer la rue Saint-Lazare et de le ramener à son hôtel. Le lendemain, son premier valet de chambre, nommé Laurent, garçon rusé comme un frontin de l'ancienne comédie, attendit aux environs de la maison habitée par l'inconnu, l'heure à laquelle se distribuent les lettres. Afin de pouvoir espionner à son aise et rôder autour de l'hôtel, il avait, suivant la coutume des gens de police qui veulent se bien déguiser, acheté sur place la défroque d'un Auvergnat, en essayant d'en prendre la physionomie. Quand le facteur, qui pour cette matinée faisait le service de la rue Saint-Lazare, vint à passer, Laurent feignit d'être un commissionnaire en peine de se rappeler le nom d'une personne à laquelle il devait remettre un paquet, et consulta le facteur. Trompé d'abord par les apparences, ce personnage si pittoresque au milieu de la civilisation parisienne lui apprit que l'hôtel où demeurait la fille aux yeux d'or appartenait à Don Hijos, marquis de San Réal, grand d'Espagne. Naturellement, l'Auvergnat n'avait pas affaire au marquis.
Mon paquet, dit-il, est pour la marquise. Elle est absente, répondit le facteur. Ses lettres sont retournées sur Londres. La marquise n'est donc pas une jeune fille qui... Ah, dit le facteur en interrompant le valet de chambre et en le regardant avec attention. Tu es un commissionnaire comme je danse. Laurent montra quelques pièces d'or au fonctionnaire à claquettes qui se mit à sourire. Tenez, voici le nom de votre gibier, dit-il en prenant dans sa boîte de cuir une lettre qui portait le timbre de Londres et sur laquelle cette adresse. À mademoiselle Paquita Valdès, rue Saint-Lazare, hôtel San Réal, Paris, était écrite en caractères allongés et menus qui annonçaient une main de femme. Seriez-vous cruel à une bouteille de vin de Chablis, accompagnée d'un filet sauté aux champignons et précédé de quelques douzaines d'huîtres? Dit Laurent, qui voulait conquérir la précieuse amitié du facteur. À 9h30, après mon service. Où? Au coin de la rue de la Chaussée-d'Antin et de la rue Neuve des Mathurins, au Puits 120, dit Laurent. Écoutez, l'ami, dit le facteur en rejoignant le valet de chambre une heure après cette rencontre, si votre maître est amoureux de cette fille, il s'inflige un fameux travail. Je doute que vous réussissiez à la voir. Depuis 10 ans que je suis facteur à Paris, j'ai pu y remarquer bien des systèmes de portes. Mais je puis dire, sans crainte d'être démenti par aucun de mes camarades, qu'il n'y a pas une porte aussi mystérieuse que l'est celle de monsieur de San Réal. Personne ne peut pénétrer dans l'hôtel sans je ne sais quel mot d'ordre. Et remarquez qu'il a été choisi exprès entre cour et jardin pour éviter toute communication avec d'autres maisons. Le Suisse est un vieil Espagnol qui ne dit jamais un mot de français, mais qui vous dévisage les gens comme ferait Vidocq, pour savoir s'ils ne sont pas des voleurs. Si ce premier guichetier pouvait se laisser tromper par un amant, par un voleur ou par vous sans comparaison, eh bien, vous rencontreriez dans la première salle qui est fermée par une porte vitrée un majordome entouré de laquais, un vieux farceur encore plus sauvage et plus bourru que ne l'est le Suisse. Si quelqu'un franchit la porte cochère, mon majordome sort, vous l'attend sous le péristyle et te lui fait subir un interrogatoire comme à un criminel. Ça m'est arrivé, à moi, simple facteur. Il me prenait pour un hémisphère déguisé, dit-il en riant de son coq à l'âne. Quant aux gens, n'en espérez rien tirer. Je les crois muets. Personne dans le quartier ne connaît la couleur de leurs paroles. Je ne sais pas ce qu'on leur donne de gages pour ne point parler et pour ne point boire. Le fait est qu'ils sont inabordables, soit qu'ils aient peur d'être fusillés, soit qu'ils aient une somme énorme à perdre en cas d'indiscrétion. Si votre maître aime assez mademoiselle Paquita Valdès pour surmonter tous ces obstacles, il ne triomphera certes pas de Dona Concha Marialva, la duègne qui l'accompagne et qui la mettrait sous ses jupes plutôt que de la quitter. Ces deux femmes ont l'air d'être cousues ensemble. Ce que vous me dites, estimable facteur, reprit Laurent après avoir dégusté le vin, me confirme ce que je viens d'apprendre. Foi d'honnête homme, j'ai cru que l'on se moquait de moi. La fruitière d'en face m'a dit qu'on lâchait pendant la nuit dans les jardins des chiens dont la nourriture est suspendue à des poteaux de manière qu'ils ne puissent pas y atteindre. Ces damnés animaux croient alors que les gens susceptibles d'entrer en veulent à leur manger et les mettraient en pièces. Vous me direz qu'on peut leur jeter des boulettes, mais il paraît qu'ils sont dressés à ne rien manger que de la main du concierge. Le portier de monsieur le baron de Nucingen, dont le jardin touche par en haut à celui de l'hôtel de San Réal, me l'a dit effectivement. Reprit le facteur. Bon, mon maître le connaît, se dit Laurent. Savez-vous, reprit-il en guignant le facteur, que j'appartiens à un maître qui est un fier homme. Et s'il se mettait en tête de baiser la plante des pieds d'une impératrice, faudrait bien qu'elle en passât par là. S'il avait besoin de vous, ce que je vous souhaite, car il est généreux, pourrait-on compter sur vous? Dame, monsieur Laurent, je me nomme Moineau. Mon nom s'écrit absolument comme un moineau. M-O-I-N-O-T. Moineau. Effectivement, dit Laurent. Je demeure rue des Trois Frères, numéro 11, au 5e, reprit Moineau. J'ai une femme et 4 enfants. Si ce que vous voudrez de moi ne dépasse pas les possibilités de la conscience et mes devoirs administratifs, vous comprenez. Je suis le vôtre. Vous êtes un brave homme, lui dit Laurent en lui serrant la main.
Paquita Valdès est sans doute la maîtresse du marquis de San Réal, l'ami du roi Ferdinand, un vieux cadavre espagnol de 80 ans, est seul capable de prendre des précautions semblables, dit Henri quand son valet de chambre lui eut raconté le résultat de ses recherches. Monsieur, lui dit Laurent, à moins d'y arriver en ballon, personne ne peut entrer dans cet hôtel-là. Tu es une bête. Est-il donc nécessaire d'entrer dans l'hôtel pour avoir Paquita, du moment que Paquita peut en sortir? Mais monsieur, et la duègne? On la chambrera pour quelques jours, ta duègne. Alors nous aurons Paquita, dit Laurent en se frottant les mains. Drôle, répondit Henri. Je te condamne à la concha si tu pousses l'insolence jusqu'à parler ainsi d'une femme avant que je l'aie eue. Pense à m'habiller, je vais sortir. Henri resta pendant un moment plongé dans de joyeuses réflexions. Disons-le, à la louange des femmes, il obtenait toutes celles qu'il daignait désirer. Et que faudrait-il donc penser d'une femme sans amant qui aurait su résister à un jeune homme armé de la beauté qui est l'esprit du corps, armé de l'esprit qui est une grâce de l'âme, armé de la force morale et de la fortune qui sont les deux seules puissances réelles? Mais en triomphant aussi facilement, de Marsay devait s'ennuyer de ses triomphes. Aussi depuis environ 2 ans s'ennuyait-il beaucoup. En plongeant au fond des voluptés, il en rapportait plus de gravier que de perles. Donc il en était venu, comme les souverains, à implorer du hasard quelque obstacle à vaincre, quelque entreprise qui demandât le déploiement de ses forces morales et physiques inactives. Quoique Paquita Valdès lui présentât le merveilleux assemblage des perfections dont il n'avait encore joui qu'en détail, l'attrait de la passion était presque nul chez lui. Une satiété constante avait affaibli dans son cœur le sentiment de l'amour. Comme les vieillards et les gens blasés, il n'avait plus que des caprices extravagants, des goûts ruineux, des fantaisies qui, satisfaites, ne lui laissaient aucun bon souvenir au cœur. Chez les jeunes gens, l'amour est le plus beau des sentiments. Il fait fleurir la vie dans l'âme, il épanouit par sa puissance solaire les plus belles inspirations et leurs grandes pensées. Les prémices en toutes choses ont une délicieuse saveur. Chez les hommes, l'amour devient une passion, la force mène à l'abus. Chez les vieillards, il se tourne au vice, l'impuissance conduit à l'extrême. Henri était à la fois vieillard, homme et jeune. Pour lui rendre les émotions d'un véritable amour, il lui fallait, comme à Lovelace, une Clarisse Harlowe. Sans le reflet magique de cette perle introuvable, il ne pouvait plus avoir que soit des passions aiguisées par quelque vanité parisienne, soit des partis pris avec lui-même de faire arriver telle femme à tel degré de corruption, soit des aventures qui stimulassent sa curiosité. Le rapport de Laurent, son valet de chambre, venait de donner un prix énorme à la fille aux yeux d'or. Il s'agissait de livrer bataille à quelque ennemi secret, qui paraissait aussi dangereux qu'habile, et pour remporter la victoire, toutes les forces dont Henri pouvait disposer n'étaient pas inutiles. Il allait jouer cette éternelle vieille comédie qui sera toujours neuve, et dont les personnages sont un vieillard, une jeune fille et un amoureux. Don Hijos, Paquita de Marsay. Si Laurent valait Figaro, la duègne paraissait incorruptible. Ainsi la pièce vivante était plus fortement nouée par le hasard qu'elle ne l'avait jamais été par aucun auteur dramatique. Mais aussi le hasard n'est-il pas un homme de génie? Il va falloir jouer serré, se dit Henri. Eh bien, lui dit Paul de Manerville en entrant. Où en sommes-nous? Je viens déjeuner avec toi. Soit, dit Henri. Tu ne te choqueras pas si je fais ma toilette devant toi. Quelle plaisanterie! Nous prenons tant de choses des Anglais en ce moment que nous pourrions devenir hypocrites et prudes comme eux, dit Henri. Laurent avait apporté devant son maître tant d'ustensiles, tant de meubles différents et de si jolies choses que Paul ne put s'empêcher de dire. Mais tu vas en avoir pour 2 heures. Non,
dit Henri. 2 heures et demie. Eh bien, puisque nous sommes entre nous et que nous pouvons tout nous dire, explique-moi pourquoi un homme supérieur autant que tu l'es, car tu es supérieur, affecte d'outrer une fatuité qui ne doit pas être naturelle en lui. Pourquoi passer 2 heures et demie à s'étriller quand il suffit d'entrer un quart d'heure dans un bain, de se peigner en 2 temps et de se vêtir? Là, dis-moi ton système. Il faut que je t'aime bien, mon gros balourd, pour te confier de si hautes pensées, dit le jeune homme, qui se faisait en ce moment brosser les pieds avec une brosse douce frottée de savon anglais. Mais je t'ai voué le plus sincère attachement, répondit Paul de Manerville, et je t'aime en te trouvant supérieur à moi. Tu as dû remarquer, si toutefois tu es capable d'observer un fait moral, que la femme aime le fat, reprit de Marsay sans répondre autrement que par un regard à la déclaration de Paul. Sais-tu pourquoi les femmes aiment les fats? Mon ami, les fats sont les seuls hommes qui aient soin d'eux-mêmes. Or, avoir trop de soin de soi, n'est-ce pas dire qu'on soigne en soi-même le bien d'autrui? L'homme qui ne s'appartient pas est précisément l'homme dont les femmes sont friandes. L'amour est essentiellement voleur. Je ne te parle pas de cet excès de propreté dont elles raffolent. Trouves-en une qui se soit passionnée pour un sans soin, fût-ce un homme remarquable. Si le fait a eu lieu, nous devons le mettre sur le compte des envies de femmes grosses, ces idées folles qui passent par la tête à tout le monde. Au contraire, j'ai vu des gens fort remarquables plantés net pour cause de leur incurie. Un fat qui s'occupe de sa personne s'occupe d'une niaiserie de petites choses. Et qu'est-ce que la femme? Une petite chose, un ensemble de niaiseries. Avec 2 mots dits en l'air, ne la fait-on pas travailler pendant 4 heures? Elle est sûre que le fat s'occupera d'elle, puisqu'il ne pense pas à de grandes choses. Elle ne sera jamais négligée pour la gloire, l'ambition, la politique, l'art, ces grandes filles publiques qui pour elle sont des rivales. Puis les fats ont le courage de se couvrir de ridicule pour plaire à la femme, et son cœur est plein de récompenses pour l'homme ridicule par amour. Enfin, un fat ne peut être fat que s'il a raison de l'être. C'est les femmes qui nous donnent ce grade-là. Le fat est le colonel de l'amour. Il a des bonnes fortunes. Il a son régiment de femmes à commander. Mon cher, à Paris tout se sait, et un homme ne peut pas y être fat gratis. Toi, qui n'as qu'une femme, et qui peut-être a raison de n'en avoir qu'une, essaye de faire le fat. Tu ne deviendras même pas ridicule, tu seras mort. Tu deviendras un préjugé à 2 pattes, un de ces hommes condamnés inévitablement à faire une seule et même chose. Tu signifieras sottise, comme Monsieur de Lafayette signifie Amérique, Monsieur de Talleyrand diplomatie, Désaugiers chanson, Monsieur de Ségur romance. S'ils sortent de leur genre, on ne croit plus à la valeur de ce qu'ils font. Voilà comme nous sommes en France, toujours souverainement injustes. Monsieur de Talleyrand est peut-être un grand financier, Monsieur de Lafayette un tyran et Désaugiers un administrateur. Tu aurais 40 femmes l'année suivante. On ne t'en accorderait pas publiquement une seule. Ainsi donc, la fatuité, mon ami Paul, est le signe d'un incontestable pouvoir conquis sur le peuple femelle. Un homme aimé par plusieurs femmes passe pour avoir des qualités supérieures. Et alors, c'est à qui l'aura, le malheureux.
Mais crois-tu que ce ne soit rien aussi que d'avoir le droit d'arriver dans un salon, d'y regarder tout le monde du haut de sa cravate, ou à travers un lorgnon, et de pouvoir mépriser l'homme le plus supérieur s'il porte un gilet arriéré? Laurent, tu me fais mal. Après déjeuner, Paul, nous irons aux Tuileries voir l'adorable fille aux yeux d'or. Fin de la section 9. Section 10 de la fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. Quand, après avoir fait un excellent repas, les deux jeunes gens eurent arpenté la terrasse des Feuillants et la grande allée des Tuileries, ils ne rencontrèrent nulle part la sublime Paquita Valdès, pour le compte de laquelle se trouvaient 50 des plus élégants jeunes gens de Paris, tous musqués, haut cravatés, bottés, éperonnaillés, cravachant, marchant, parlant, riant, et se donnant à tous les diables. Messe Blanche, dit Henri. Mais il m'est venu la plus excellente idée du monde. Cette fille reçoit des lettres de Londres. Il faut acheter ou griser le facteur, décacheter une lettre, naturellement la lire, y glisser un petit billet doux et la recacheter. Le vieux tyran, crudel tyranno, doit sans doute connaître la personne qui écrit les lettres venant de Londres et ne s'en défie plus. Le lendemain, de Marsay vint encore se promener au soleil sur la terrasse des Feuillants et y vit Paquita Valdès. Déjà pour lui la passion l'avait embelli. Il s'affola sérieusement de ses yeux dont les rayons semblaient avoir la nature de ceux que lance le soleil et dont l'ardeur résumait celle de ce corps parfait où tout était volupté. De Marsay brûlait de frôler la robe de cette séduisante fille quand ils se rencontraient dans leurs promenades. Mais ses tentatives étaient toujours vaines. En un moment où il avait dépassé la Duègne et Paquita pour pouvoir se trouver du côté de la fille aux yeux d'or quand il se retournerait, Paquita, non moins impatiente, s'avança vivement, et de Marsay se sentit presser la main par elle d'une façon tout à la fois si rapide et si passionnément significative qu'il crut avoir reçu le choc d'une étincelle électrique. En un instant, toutes ces émotions de jeunesse lui sourdirent au cœur. Quand les deux amants se regardèrent, Paquita parut honteuse. Elle baissa les yeux pour ne pas revoir les yeux de Henri, mais son regard se coula en dessous pour regarder les pieds et la taille de celui que les femmes nommaient, avant la Révolution, leur vainqueur. J'aurais décidément cette fille pour maîtresse, se dit Henri. En la suivant au bout de la terrasse du côté de la place Louis XV, il aperçut le vieux marquis de San Réal qui se promenait appuyé sur le bras de son valet de chambre en marchant avec toute la précaution d'un goutteux et d'un cacochime. Dona Concha, qui se défiait de Henri, fit passer Paquita entre elle et le vieillard. Oh, toi, se dit de Marsay en jetant un regard de mépris sur la duègne. Si l'on ne peut pas te faire capituler, avec un peu d'opium, on t'endormira. Nous connaissons la mythologie et la fable d'Argus. Avant de monter en voiture, la fille aux yeux d'or échangea avec son amant quelques regards dont l'expression n'était pas douteuse et dont Henri fut ravi. Mais la duègne en surprit un et dit vivement quelques mots à Paquita qui se jeta dans le coupé d'un air désespéré. Pendant quelques jours, Paquita ne vint plus aux Tuileries. Laurent, qui par ordre de son maître alla faire le guet autour de l'hôtel, apprit par les voisins que ni les deux femmes, ni le vieux marquis n'étaient sortis depuis le jour où la duègne avait surpris un regard entre la jeune fille commise à sa garde et Henri. Le lien si faible qui unissait les deux amants était donc déjà rompu. Quelques jours après, sans que personne sût par quel moyen de Marsay était arrivé à son but,
Il avait un cachet et de la cire absolument semblable au cachet et à la cire qui cachetait les lettres envoyées de Londres à mademoiselle Valdès, du papier pareil à celui dont se servait le correspondant, puis tous les ustensiles et les fers nécessaires pour y apposer les timbres des postes anglaises et françaises. Il avait écrit la lettre suivante, à laquelle il donna toutes les façons d'une lettre envoyée de Londres. Cher Paquita, je n'essaierai pas de vous peindre par des paroles la passion que vous m'avez inspirée. Si, pour mon bonheur, vous la partagez, sachez que j'ai trouvé les moyens de correspondre avec vous. Je me nomme Adolphe de Gouges et demeure rue de l'Université, numéro 54. Si vous êtes trop surveillé pour m'écrire, si vous n'avez ni papier ni plume, je le saurai par votre silence. Donc si demain, de 8 heures du matin à 10 heures du soir, vous n'avez pas jeté de lettre par-dessus le mur de votre jardin, dans celui du baron de Nucingen, où l'on attendra pendant toute la journée, un homme qui m'est entièrement dévoué vous glissera par-dessus le mur, au bout d'une corde, 2 flacons, à 10 heures du matin le lendemain. Soyez à vous promener vers ce moment-là. L'un des 2 flacons contiendra de l'opium pour endormir votre Argus. Il suffira de lui en donner 6 gouttes. L'autre contiendra de l'encre. Le flacon à l'encre est taillé, l'autre est uni. Tous deux sont assez plats pour que vous puissiez les cacher dans votre corset. Tout ce que j'ai déjà fait pour pouvoir correspondre avec vous doit vous dire combien je vous aime. Si vous en doutiez, je vous avoue que pour obtenir un rendez-vous d'1 heure, je donnerais ma vie. Elles croient cela pourtant, ces pauvres créatures, se dit de Marsay. Mais elles ont raison. Que penserions-nous d'une femme qui ne se laisserait pas séduire par une lettre d'amour accompagnée de circonstances si probantes? Cette lettre fut remise par le sieur Moineau, facteur, le lendemain vers 8 heures du matin, au concierge de l'hôtel San Réal. Pour se rapprocher du champ de bataille, de Marsay était venu déjeuner chez Paul, qui demeurait rue de la Pépinière. À 2 heures, au moment où les deux amis se contaient en riant la déconfiture d'un jeune homme qui voulait mener le train de vie élégante sans une fortune assise et qui lui cherchait une fin, le cocher de Henri vint chercher son maître jusque chez Paul et lui présenta un personnage mystérieux qui voulait absolument lui parler à lui-même. Ce personnage était un mulâtre dont Talma se serait certes inspiré pour jouer Othello s'il l'avait rencontré. Jamais figure africaine n'exprima mieux la grandeur dans la vengeance, la rapidité du soupçon, la promptitude dans l'exécution d'une pensée, la force du mort et son irréflexion d'enfant. Ses yeux noirs avaient la fixité des yeux d'un oiseau de proie, et ils étaient enchâssés, comme ceux d'un vautour, par une membrane bleuâtre dénuée de cils. Son front petit et bas avait quelque chose de menaçant. Évidemment, cet homme était sous le joug d'une seule et même pensée. Son bras nerveux ne lui appartenait pas. Il était suivi d'un homme que toutes les imaginations, depuis celle qui grelotte au Groenland jusqu'à celle qui sut à la Nouvelle-Angleterre, se peindront d'après cette phrase. C'était un homme malheureux. À ce mot, tout le monde le devinera, se le représentera d'après les idées particulières à chaque pays. Mais qui se figurera son visage blanc, ridé, rouge aux extrémités, et sa barbe longue? Qui verra sa cravate jaunasse en corde, son col de chemise gras, son chapeau tout usé, sa redingote verdâtre, son pantalon piteux, son gilet recroquevillé, son épingle en faux or, ses souliers crottés dont les rubans avaient barboté dans la boue? Qui le comprendra dans toute l'immensité de sa misère présente et passée? Qui? Le Parisien seulement. L'homme malheureux de Paris est l'homme malheureux complet, car il trouve encore de la joie pour savoir combien il est malheureux. Le mulâtre semblait être un bourreau de Louis XI tenant un homme à pendre. Qu'est-ce qui nous a pêché ces deux drôles-là? Dit Henri. Pantoufle, il y en a un qui me donne le frisson, répondit Paul. Qui es-tu, toi, qui as l'air le plus chrétien des deux? Dit Henri en regardant l'homme malheureux. Le mulâtre resta les yeux attachés sur ces deux jeunes gens, en homme qui n'entendait rien et qui cherchait néanmoins à deviner quelque chose d'après les gestes et le mouvement des lèvres. Je suis écrivain public et interprète, je demeure au palais de justice et me nomme Poincet. Bon, et celui-là? Dit Henri à Poincet en montrant le mulâtre. Je ne sais pas, il ne parle qu'une espèce de patois espagnol et m'a amené ici pour pouvoir s'entendre avec vous.
Le mulâtre tira de sa poche la lettre écrite à Paquita par Henri. Il la lui remit. Henri la jeta dans le feu. Eh bien, voilà qui commence à se dessiner, se dit en lui-même Henri. Paul, laisse-nous seuls un moment. Je lui ai traduit cette lettre, reprit l'interprète lorsqu'ils furent seuls. Quand elle fut traduite, il a été je ne sais où, puis il est venu me chercher pour m'amener ici en me promettant 2 louis. Qu'as-tu à me dire, chinois demanda Henri. Je ne lui ai pas dit chinois, dit l'interprète en attendant la réponse du mulâtre. Il dit, monsieur, reprit l'interprète après avoir écouté l'inconnu, qu'il faut que vous vous trouviez demain soir à 10h30 sur le boulevard Montmartre auprès du café. Vous y verrez une voiture dans laquelle vous monterez en disant à celui qui sera prêt à ouvrir la porte le mot cortejo, un mot espagnol qui veut dire amant, ajouta Poincet en jetant un regard de félicitation à Henri. Bien. Le mulâtre voulut donner 2 louis, mais de Marsay ne le souffrit pas et récompensa l'interprète. Pendant qu'il le payait, le mulâtre proféra quelques paroles. Que dit-il? Il me prévient, répondit l'homme malheureux, que si je fais une seule indiscrétion, il m'étranglera. Il est gentil et il a très fort l'air d'en être capable. J'en suis sûr, répondit Henri. Il le ferait comme il le dit. Il ajoute, reprit l'interprète, que la personne dont il est l'envoyé vous supplie pour vous et pour elle de mettre la plus grande prudence dans vos actions, parce que les poignards levés sur vos têtes tomberaient dans vos cœurs sans qu'aucune puissance humaine pût vous en garantir. Il a dit cela. Tant mieux, ce sera plus amusant. Mais tu peux rentrer, Paul, cria-t-il à son ami. Le mulâtre, qui n'avait pas cessé de regarder l'amant de Paquita Valdès avec une attention magnétique, s'en alla suivi de l'interprète. Enfin, voici donc une aventure bien romanesque, se dit Henri quand Paul revint. À force de participer à quelques-unes, j'ai fini par rencontrer dans ce Paris une intrigue accompagnée de circonstances graves, de périls majeurs. Ah. Diantre, combien le danger rend la femme hardie! Gêner une femme, la vouloir contraindre, n'est-ce pas lui donner le droit et le courage de franchir en un moment des barrières qu'elle mettrait des années à sauter? Gentille créature, va, saute. Mourir, pauvre enfant, des poignards. Imagination de femme, elles sentent toutes le besoin de faire valoir leurs petites plaisanteries. D'ailleurs, on y pensera. Paquita, on y pensera, ma fille. Oh, le diable m'emporte, maintenant que je sais que cette belle fille, ce chef-d'œuvre de la nature est à moi. L'aventure a perdu de son piquant. Malgré cette parole légère, le jeune homme avait reparu chez Henri. Pour attendre jusqu'au lendemain sans souffrance, il eut recours à d'exorbitants plaisirs. Il joua, dîna, soupa avec ses amis, il but comme un fiacre, mangea comme un Allemand et gagna 10 ou 12 000 francs. Il sortit du rocher de Cancale à 2 heures du matin, dormit comme un enfant, se réveilla le lendemain frais et rose et s'habilla pour aller aux Tuileries, en se proposant de monter à cheval après avoir vu Paquita, pour gagner de l'appétit et mieux dîner, afin de pouvoir brûler le temps. Fin de la section 10.